Bienvenue sur ma chaîne, où l'on explore l'histoire de l'Afrique et du monde, plongeant au cœur des récits qui ont façonné des nations et des âmes. Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage intime et onirique, marchant aux côtés du jeune Paul Biya. Si vous êtes passionné par ces récits qui donnent vie à l'histoire, je vous invite à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Chaque épisode est une porte ouverte sur les traces des géants qui ont sculpté l'Afrique et le monde. Soyez des nôtres pour ce voyage. Et si je vous disais que l'histoire d'un homme, né dans un petit village, peut porter les rêves d'un continent? Restez avec nous jusqu'à la fin, car le parcours de Paul Biya n'est pas seulement celui d'un président, mais une réflexion sur ce que signifie porter un flambeau pour son peuple. Laissez-vous emporter par cette épopée et découvrez quelle flamme vous pourriez allumer dans votre propre histoire. Imaginez un matin où le soleil, encore timide, caresse les collines de Mvomkaya, un village béti-blotti dans le sud Cameroun, là où la forêt équatoriale chuchote des vérités que seules les âmes attentives peuvent entendre. Le 13 février 1933, un cri d'enfant déchire l'aube. Paul Barthélemy Biya Bimvondo vient au monde, fils d'Anastase, un catéchiste dont les prières résonnent dans une église de bois, et d'une mère dont le regard porte la force des rivières indomptées. Ce n'est pas une naissance banale. Les anciens du village, assis sous les manguiers, murmurent que cet enfant est né avec une étoile dans les yeux, une étoile qui, selon les croyances béti, annonce un destin tissé dans les fibres mêmes de la terre. Les rivières de Mvomkaya, scintillantes sous la lumière naissante, semblent couler plus lentement ce jour-là, comme pour saluer l'arrivée d'un fils promis à l'histoire. Paul grandit dans un monde où la nature est à la fois mère et maître. Les pluies torrentielles, qui transforment les sentiers en torrents de boue rouge, lui apprennent la patience. Après l'orage, la terre renaît, plus fertile. Les soleils brûlants, qui craquellent le sol, lui enseignent la résistance. Même dans la sécheresse, les racines profondes trouvent l'eau. Orphelin de père dès son jeune âge, il découvre la douleur du vide. Mais sa mère, silhouette droite comme un palmier, devient son premier guide. Elle lui raconte les légendes béti, celles des héros qui ont défié les esprits de la forêt pour protéger leur peuple. Ces histoires, contées au crépuscule, s'enracinent dans son cœur comme des graines dans la latérite. Paul, pieds nus, court entre les cases, ramassant des fruits tombés et des rêves plus grands que son village. Il apprend que la force d'un homme ne se mesure pas à ses cris, mais à sa capacité à écouter le silence de la terre. À l'école régionale de Yaoundé, Paul est un garçon discret, mais ses yeux brillent d'une curiosité qui dévore les pages des livres comme un feu de brousse. Les missionnaires, dans leurs robes blanches, remarquent cet esprit vif, cette intelligence qui coupe comme une lame bien aiguisée. Ils l'envoient au petit séminaire de DEA, où les matinées commencent par des prières et se terminent par des leçons de français, de mathématiques et d'histoire. Sous les manguiers de l'école, Paul lit Voltaire et Rousseau, mais il entend aussi les échos des révoltes de l'UPC, ces combattants qui, dans l'ombre, défient l'administration coloniale française. Ces murmures d'indépendance, portés par le vent, s'infiltrent dans son âme, lui apprenant que le savoir est une arme, mais aussi un pont entre les mondes. À 19 ans, il rejoint le lycée Louis-Paul à Douala, ville vibrante où le port exhale des odeurs de sel et d'espoir. Là, il excelle, ses cahiers remplis d'annotations soignées, ses pensées tournées vers un avenir qu'il ne peut encore nommer. En 1956, à 23 ans, il embarque pour la France, un voyage qui le mène à Paris, dans les amphithéâtres austères de Sciences Po. La ville est un tourbillon. Les cafés de la rive gauche bruissent de débats sur la décolonisation. Et Paul, discret parmi les étudiants africains, écoute les voix enflammées de Frantz Fanon et les vers poétiques de Léopold Sédar Senghor. Ces géants de la pensée africaine plantent en lui une vérité. L'Afrique n'est pas une terre à domestiquer, mais un foyer à réveiller. À l'Institut des hautes études d'outre-mer, il apprend les rouages de l'administration coloniale, mais il forge aussi une vision. Un Cameroun où les traditions sont l'écoute, le conseil, la communauté dialogue avec les outils de la modernité. Revenu en 1961, à l'aube de l'indépendance, Paul Biya, 28 ans, pose un pied prudent dans les couloirs du pouvoir à Yaoundé. Nommé chargé de mission à la présidence sous Amadou Ahidjo, il est une ombre parmi les géants, un jeune homme dont les mots sont rares mais pesés. Le Cameroun, unifié depuis peu entre ses héritages francophones et anglophones, est une mosaïque fragile. Paul observe, note, conseille. Ses rapports, rédigés d'une plume précise, tracent les contours d'un État naissant. Il n'est pas encore un leader, mais un apprenti du destin,
un homme qui apprend à lire les courants sous la surface, comme un pêcheur bétique guettant les remous de la rivière. Dans ces années, Paul Biya est une promesse en germe, un fils de la terre qui porte en lui le murmure des ancêtres et l'éclat des étoiles qu'il a vu à Paris. Anecdote historique. En 1958, dans un café enfumé de Saint-Germain à Paris, Paul Biya, alors étudiant, écoute un débat clandestin sur l'indépendance camerounaise. Un militant de l'UPC, les yeux brûlants de passion, lui lance « L'Afrique ne sera libre que si ses fils portent leurs racines comme un étendard ». Ces mots le marquent. Cette nuit-là, dans son petit carnet, il écrit « Le pouvoir n'est pas un fardeau, mais un flambeau pour éclairer les sentiers oubliés de nos villages ». Cette rencontre, dans l'ombre des luttes anticoloniales, façonne sa vision d'un leadership patient, ancré dans la mémoire collective. Astérisque, quelles étoiles tombées dans votre cœur guident encore vos pas dans l'obscurité? Réfléchissez, comment les murmures de votre passé peuvent-ils éclairer le chemin que vous tracez pour votre avenir? Astérisque. Dans les rues poussiéreuses de Yaoundé, où les bâtiments coloniaux s'effacent lentement sous le poids d'une nation naissante, un homme marche dans l'ombre, son costume impeccable tranchant avec le chaos d'un pays en reconstruction. Nous sommes en 1962, le Cameroun, unifié depuis un an, est une mosaïque fragile, tissée des héritages français et britanniques, prête à se déchirer sous les tensions de l'indépendance. Paul Biya, 29 ans, entre dans les couloirs du pouvoir comme une ombre discrète, nommé directeur adjoint du cabinet présidentiel sous Amadou Ahidjo. Il n'est pas un lion rugissant, ni un orateur qui enflamme les foules. Non, Biya est un stratège, un homme dont les pas feutrés résonnent à peine, mais dont chaque mouvement est calculé, comme un joueur d'échecs déplaçant ses pions dans l'obscurité. Son bureau, un espace exigu aux murs jaunis par le temps, devient son premier champ de bataille. Là, il rédige des rapports, décortique des lois, tisse les fils administratifs d'un État. Encore chancelant. Le Cameroun des années 1960 est un volcan endormi. Les révoltes de l'UPC, écrasées mais jamais éteintes, murmurent dans les campagnes. Les régions anglophones et francophones se toisent, méfiantes. Et Ahidjo, président autoritaire, règne d'une main de fer. Biya, lui, observe. Ses yeux, toujours vifs, captent les courants invisibles, les rivalités, les ambitions. Il apprend l'art du silence, celui qui parle plus fort que les discours. En 1967, à 34 ans, il est nommé recteur de l'université de Yaoundé, un poste où il façonne les esprits d'une nouvelle génération, plantant les graines d'un Cameroun éduqué, uni par le savoir. Les amphithéâtres bruissent de débats, mais Biya, déjà, préfère écouter, corriger, orienter, comme un sculpteur taillant une statue dans l'ombre. Un an plus tard, en 1968, il devient secrétaire général à la présidence, le bras droit d'Ahidjo. Ce rôle est une danse délicate. Il est le gardien des temples administratifs, celui qui veille sur la machine étatique, des écoles rurales au bureau ministériel. Mais il est aussi l'homme de l'ombre, celui qui lit chaque télégramme, chaque rapport, chaque murmure de dissidence. Il négocie avec les fonctionnaires, apaise les tensions et commence à tisser des alliances au-delà des frontières. En 1971, lors d'une visite en France, il discute avec des diplomates dans des salons parisiens, son calme contrastant avec l'effervescence des négociations. Il obtient des fonds pour les écoles du Nord, un geste qui semble anodin mais qui ancre le Cameroun dans un partenariat stratégique avec l'ancienne puissance coloniale. Biya parle peu, note un diplomate français, mais ses silences sont des promesses. Ces mots, couchés dans des mémoires oubliées, révèlent l'homme, un architecte patient, bâtissant des ponts là où d'autres dressent des murs. Le 30 juin 1975, à 42 ans, le destin bascule. Paul Biya est nommé Premier ministre, le plus jeune de l'histoire camerounaise. Ce n'est pas une nomination, c'est une consécration. Il entre au cœur de la machine, là où les décisions sculptent l'avenir d'un peuple. Il supervise les ministères, coordonne les réformes et représente le Cameroun à l'étranger, son visage impassible masquant un esprit en perpétuel calcul. En 1979, une loi constitutionnelle le désigne successeur d'Ahidjo, un fil du destin noué dans l'ombre. Mais sous cette ascension fulgurante, une tension palpite. Biya est loyal à Ahidjo, son mentor, mais ses idées s'écartent, discrètes, comme un ruisseau s'éloignant de la rivière principale. Il rêve d'un libéralisme communal, une vision où le pouvoir ne s'impose pas depuis Yaoundé, mais jaillit des villages, des communautés, des racines.
Ce n'est pas une révolution, c'est une évolution. Lente, méthodique, comme le vent qui use la pierre jusqu'à en faire du sable. Pourtant, cette ascension n'est pas sans ombre. Les loyalistes d'Ahidjo, méfiants, observent cet homme trop calme, trop discret. Les régions anglophones, encore marquées par l'unification de 1961, murmurent leur frustration. Et dans les campagnes, les cicatrices de la répression de l'UPC rappellent que le pouvoir, même jeune, porte le poids du passé. Biya, dans son costume sombre, traverse ces tempêtes avec une sérénité presque surnaturelle. Il n'est pas un conquérant, mais un artisan, façonnant un Cameroun où l'unité, fragile comme une toile d'araignée, doit être protégée à tout prix. Chaque pas qu'il pose, chaque mot qu'il choisit, est une pierre ajoutée à l'édifice d'un pays encore en quête de lui-même. Anecdote historique. En 1971, lors d'une visite officielle à Paris, Paul Biya, alors secrétaire général, négocie en coulisses une aide française pour les écoles rurales du Nord Cameroun. Dans un salon feutré de l'Élysée, un diplomate français, frappé par son calme. Écrit dans ses mémoires, Biya parle peu, mais ses silences pèsent comme des promesses. Il voit le Cameroun non comme un État, mais comme un peuple en quête d'armes unies. Cette rencontre, presque anodine, c'est un partenariat franco-camerounais qui irrigue encore les écoles du Sahel camerounais, rappelant les efforts des années 1960 pour bâtir une nation par l'éducation, écho des idéaux de l'Union africaine naissante. Astérisque dans les coulisses de votre propre vie, avez-vous déjà choisi le silence comme une arme pour façonner l'avenir? Imaginez, comment un pas discret, posé avec intention, peut-il transformer une ambition personnelle en un héritage pour ceux qui vous entourent? Astérisque. Le 4 novembre 1982, un lourd silence s'abat sur Yaoundé, comme si le ciel lui retenait son souffle. Amadou Ahidjo, le père de l'indépendance camerounaise, annonce sa démission, invoquant des raisons de santé. La nouvelle frappe comme un éclair dans un ciel sans nuages, ébranlant les fondations d'un pays encore jeune, unifié depuis à peine 2 décennies. 2 jours plus tard, le 6 novembre, dans la salle solennelle de l'Assemblée nationale, Paul Biya, 49 ans, se tient droit, la main levée, prêtant serment comme deuxième président de la République unie du Cameroun. Les élus, les dignitaires, les regards du peuple convergent vers lui. Sa voix, calme mais ferme, résonne dans l'enceinte, promettant un Cameroun nouveau, bâti sur la rigueur et la moralisation. Ces mots ne sont pas de simples promesses, ils sont un serment gravé dans la pierre, un défi lancé à une nation fracturée par les ombres du passé. Biya hérite d'un Cameroun aux coutures fragiles. L'unification de 1961 entre les régions francophones et anglophones a laissé des cicatrices, des méfiances. Les révoltes de l'UPC, bien que matées, murmurent encore dans les mémoires des villages. Les élites, fidèles à Ahidjo, observent ce nouvel homme avec suspicion. Pourtant, Biya ne vacille pas. Il entre dans le palais présidentiel, un édifice de béton et de verre où chaque couloir semble porter l'écho des décisions qui façonneront l'histoire. Il n'est plus l'ombre discrète, le scribe patient des années passées. Il est désormais le gardien du flambeau, celui qui doit éclairer un peuple divisé. Ses premiers décrets sont audacieux. Il appelle à une gouvernance transparente, à une administration débarrassée des chaînes de la corruption. Mais le vent du changement, même porté par un idéal, soulève des tempêtes. En avril 1984, l'orage éclate. Un coup d'État, fomenté par des loyalistes d'Ahidjo tapis dans l'ombre, secoue Yaoundé. Les tirs déchirent la nuit, les chars grondent dans les rues, et le palais devient une forteresse assiégée. Retranché, Biya reste impassible. Depuis une salle sécurisée, il dicte une allocution radiodiffusée, sa voix coupant à travers la panique comme une lame. Le Cameroun est plus grand que les ambitions personnelles. Ces mots, diffusés à l'aube, rallient les forces loyales. Le coup est écrasé, mais à un coût terrible, des centaines de vies perdues, des familles brisées. Biya, impitoyable, purge les rangs de l'armée et de l'administration, envoyant un message clair. Son pouvoir, désormais, est une forteresse. Cette nuit de 1984 forge le mythe de l'homme inébranlable, un leader qui, face à la trahison, choisit la force pour protéger l'unité. Réélu en janvier 1984 avec 99,9% des voix dans un scrutin à parti unique, Biya consolide son emprise. Mais il voit plus loin. En 1985, il dissout l'Union nationale camerounaise, le parti monolithique d'Ahidjo, pour fonder le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC.
Ce n'est pas une simple réforme, c'est une déclaration d'intention. Le RDPC, conçu pour unir plutôt que diviser, incarne son rêve d'un libéralisme communal, où le pouvoir s'enracine dans les villages, dans les conseils des anciens, dans l'âme collective du Cameroun. En 1988, réélu avec 98,7% des voix, il continue d'asseoir son autorité. Mais il pose aussi les fondations d'un pays qui aspire à respirer librement. Sous son impulsion, des routes s'étendent dans la brousse, reliant des villages oubliés. Des écoles s'illuminent, offrant aux enfants du Nord et du Sud l'espoir d'un avenir. Des hôpitaux, modestes mais vitaux, naissent dans des régions où la médecine est un luxe. Le Cameroun, malgré ses cicatrices, commence à marcher, porté par un homme qui croit que l'unité est un feu à entretenir, même au prix du sang. Mais l'époque n'est pas sans ombre. Les purges post-coup d'État laissent des blessures dans les cœurs. Les régions anglophones, déjà marginalisées, murmurent leur frustration face à un pouvoir centralisé à Yaoundé. Et dans les campagnes, les promesses de moralisation peinent à effacer les vieilles pratiques. Biya, pourtant, reste un pilier. Il voyage à l'étranger, rencontrant des chefs d'État, renforçant les liens avec la France et l'Afrique de l'Ouest. À l'ONU, sa voix, posée mais assurée, rappelle que le Cameroun est un acteur, pas un spectateur. À 49 ans, il n'est plus l'enfant de Mvomkaa, ni le scribe discret d'Aïdjo. Il est le chef, le gardien d'un peuple, un homme qui porte le poids d'une nation sur ses épaules, avec la détermination d'un baobab défiant les tempêtes. Lors du coup d'État d'avril 1984, alors que les balles sifflent à Yaoundé, Paul Biya, barricadé au palais, rédige son allocution avec un calme surnaturel. « Le Cameroun est le sang de nos ancêtres », déclare-t-il à la radio, un message qui galvanise les loyalistes. Cette nuit, où 500 vies sont perdues, rappelle les soulèvements de l'UPC dans les années 1950 contre le colonialisme français, un écho des luttes pour l'unité nationale. Ce moment marque Biya comme un leader prêt à payer le prix de la stabilité, forgeant sa légende dans le creuset de la crise. Astérisque face aux tempêtes qui menacent vos fondations. Trouvez-vous la force de tenir comme un pilier ou l'élan de fuir comme le vent? Réfléchissez. Quel serment pourriez-vous prêter aujourd'hui pour protéger l'héritage de ceux qui vous ont précédé? Astérisque. Sous le ciel changeant de 1990, un vent nouveau traverse le Cameroun, un vent qui porte les cris de liberté et les murmures de l'incertitude. Paul Biya, désormais président depuis 8 ans, se tient au bord d'un précipice. Les rues de Yaoundé et de Douala s'embrasent de voix réclamant le multipartisme, un écho des révolutions démocratiques qui secouent l'Afrique, du Bénin au Mali. Dans un geste audacieux, il promulgue la loi sur les partis politiques, brisant le carcan du monopartisme imposé depuis l'indépendance. Cette décision, comme une clé tournant dans une serrure rouillée, ouvre une cage où sommeillaient des rêves et des tempêtes. Plus de 150 partis politiques naissent, leurs drapeaux colorés flottant comme des oiseaux libérés. Mais la liberté, Biya le sait, est une flamme qui éclaire autant qu'elle brûle. En 1992, le Cameroun plonge dans sa première élection pluraliste au suffrage universel direct. Biya, silhouette calme au milieu du tumulte, est réélu, mais le triomphe est terni. Les urnes, scrutées par des observateurs internationaux, portent l'ombre de soupçons, bourrage, intimidation, irrégularité. Les rues s'enflamment à nouveau, cette fois de colère. À Bamenda, dans les régions anglophones, des pancartes dénonçant un pouvoir centralisé, perçu comme sourd aux voix du nord-ouest et du sud-ouest. Biya, dans son bureau du palais, lit les rapports, écoute les échos. Il ne parle pas beaucoup, mais ses silences sont lourds, comme s'il pesait chaque mot contre le destin d'un peuple. Les élections de 1997 et 2004 le reconduisent, chaque victoire marquée par des controverses, chaque scrutin un miroir des fractures d'un pays qui apprend à marcher dans la démocratie, un pas chancelant à la fois. Mais les urnes ne sont qu'une partie du tableau. En 2008, des émeutes éclatent, des vagues de jeunes hurlant contre la vie chère et la révision constitutionnelle qui supprime la limitation des mandats présidentiels. À Douala, les pneus brûlent, les fumées noircissent le ciel. Biya, face à ces flammes, répond par la force et la réforme. Il lance l'opération Épervier en 2006, un filet tendu pour capturer les élites corrompues, des ministres aux directeurs d'entreprises publiques. Certains y voient une quête de justice, d'autres, une purge pour consolider son pouvoir. Les accusations de bien mal acquis, ces fortunes amassées dans l'ombre, alimentent les rancœurs, comme des épines plantées dans le cœur du peuple.
Et dans les régions anglophones, une crise naissante s'enracine, des avocats et enseignants réclamant plus d'autonomie, leur voix comme des fissures dans une mosaïque fragile. Pourtant, au-delà des tempêtes intérieures, Biya brille sous les cieux internationaux. En 2006, il signe l'accord de Greentree avec le Nigeria, mettant fin à des décennies de litiges sur la péninsule de Bakassi, un territoire riche en pétrole et en histoire. Ce triomphe diplomatique, négocié sous l'égide de l'ONU, redessine les frontières de l'Afrique de l'Ouest, un acte qui grave le nom de Biya dans les annales continentales. À New York, à Paris, à Addis Abeba, il parle au nom d'un Cameroun fier, un pays qui refuse d'être un pion dans le grand jeu mondial. Ses costumes impeccables, son sourire discret, cachent un homme qui navigue entre les vagues, un capitaine qui sait que chaque tempête laisse des traces. Dans sa vie personnelle, Biya tisse une autre histoire. Après la mort de sa première épouse, Jeanne Irène, en 1992, il épouse Chantal en 1994, une femme dont l'énergie vibrante contraste avec son calme légendaire. Elle lui donne 2 fils, une famille qui humanise le président, le ramenant à la terre des hommes. Dans les villages, on raconte que Biya, malgré les ors du palais, n'oublie pas Mvomkaya, ses racines Betty, son rêve d'un libéralisme communal où le pouvoir reflète l'âme collective. Mais les murmures s'intensifient. Est-il le père d'une nation unie ou le gardien d'un trône trop longtemps occupé? Les années 1990 et 2000 sont un miroir brisé, reflétant à la fois les espoirs d'un peuple et les ombres d'un pouvoir contesté. Biya, tel un navigateur dans un océan de division, trace son sillage, laissant derrière lui des vagues d'unité et de discorde. Anecdote historique. En 1990, lors de la promulgation du multipartisme, Yondo Black, un opposant emblématique, croise Biya dans une rencontre discrète. « Vous ouvrez la cage, lui dit-il, mais prenez garde, les oiseaux libres chantent plus fort. » Inspiré par la Conférence nationale du Bénin, cette loi libère 150 partis, mais plante les graines des tensions de 1992, où des observateurs internationaux notent des irrégularités, écho des luttes démocratiques post-coloniales en Afrique, comme au Ghana ou au Kenya. Dans le tourbillon de vos propres réformes, avez-vous déjà ouvert une porte qui a libéré autant de rêves que de tempêtes? Contemplez. Comment les ombres de vos défis peuvent-elles devenir des phares pour les générations futures? En 2025, sous un ciel où les étoiles semblent hésiter à s'éteindre, Paul Biya, à 92 ans, se tient au balcon de l'histoire. Son visage, marqué par les rides du temps, porte les ombres d'un règne qui s'étire sur plus de 4 décennies, le plus long d'Afrique après celui de Teodoro Obiang en Guinée équatoriale. Réélu en 2018, il se présente en octobre 2025 pour un 8e mandat, une silhouette frêle mais résolue, comme un olivier centenaire dont les racines plongent profondément dans la terre rouge du Cameroun. Ce n'est pas seulement un homme, c'est une légende vivante, un fil tendu entre le Mvomkaya de son enfance et un avenir que lui-même ne verra peut-être pas. Le Cameroun, sous son regard, a traversé des tempêtes, crises économiques qui ont plié les espoirs, attaques de Boko Haram aux frontières du Nord, une pandémie mondiale qui a testé la résilience d'un peuple. Pourtant, il est toujours là, un phare dans la brume, guidant une nation à travers les écueils. Les années 2010 et 2020 sont un tableau peint de lumière et d'ombre. En 2017, les Lions indomptables rugissent, remportant la Coupe d'Afrique des Nations. Et les rues de Yaoundé et de Douala explosent de joie. Biya, dans son costume sombre, lève une main discrète, un sourire rare éclairant son visage. Ce moment fugace mais puissant unit le pays, francophone et anglophone, nord et sud, dans une danse collective. Sur la scène régionale, il tisse la paix, jouant les médiateurs en Centrafrique, où les conflits fratricides menacent l'âme d'un continent. À Addis Abeba, lors des sommets de l'Union africaine, sa voix, usée mais ferme, rappelle que l'Afrique est un berceau, pas une arène. Pourtant, les critiques s'élèvent comme des vents froids soufflant sur un feu fragile. On l'appelle le propriétaire absent, pointant ses longs séjours en Suisse, où il se retire dans l'ombre des Alpes. D'autres murmurent que le pouvoir, avec son fils Franck en toile de fond, prend des airs d'hérédité, une couronne invisible dans une république. Son ouvrage de 1987, Astérisque et libéralisme communautaire astérisque, reste la boussole de son rêve. Un Cameroun où le progrès danse avec la solidarité des villages, où les gratte-ciels de Yaoundé n'effacent pas les conseils des anciens sous les manguiers. Décoré de la Grand Croix de la Légion d'honneur française, nommé grand maître des ordres nationaux, Biya porte des médailles qui brillent sur la scène mondiale.
mais son cœur, dit-on, bat encore au rythme de Mvumkaya. Il a vu le Cameroun devenir un îlot de stabilité dans un continent secoué par les coups d'État et les guerres, un pays où les routes, bien que chaotiques, mènent désormais aux villages reculés, où les écoles, même modestes, accueillent des enfants aux yeux pleins d'étoiles. Mais les ombres persistent. La crise anglophone, qui s'enflamme en 2016, fracture l'unité qu'il a juré de protéger. Les appels à la transparence, à l'intégration de la jeunesse, résonnent comme des tambours dans la nuit. Biya, face à ces défis, reste un mystère, un homme qui gouverne par la constance, mais dont le silence alimente les questions. En juillet 2025, à Addis Abeba, il signe un accord de paix pour les régions anglophones, un geste qui rappelle son triomphe de Grille-Entrée en 2006, quand il récupère Bakassi. Affaibli, il déclare « La paix n'est pas un don du ciel, mais une dette envers nos enfants ». Ces mots, prononcés d'une voix tremblante, portent l'écho des pères fondateurs de l'Union africaine qui rêvaient d'un continent uni. Ce n'est pas la fin de son histoire, mais une page ouverte, un chapitre inachevé. Biya n'est pas un mythe figé dans le marbre. Il est un fil d'or reliant le passé à l'avenir, un homme qui a tenu le flambeau du pouvoir, s'élevant haut pour éclairer les traces d'un peuple. Ses pas, lents mais délibérés, laissent des empreintes dans la terre. Camerounaises, des empreintes que les générations futures suivront ou détourneront pour écrire leur propre épopée. En juillet 2025, lors d'un sommet à Addis Abeba, Paul Biya, fragile mais porté par une détermination d'acier, signe un accord de paix pour les régions anglophones. La paix n'est pas un cadeau des cieux, mais une dette envers nos enfants, déclare-t-il, sa voix tremblante résonnant comme un écho des accords de Grille-Entrée de 2006 qui ont rendu la péninsule de Bakassi au Cameroun. Ce moment, applaudi par l'Union africaine, ravive les rêves d'unité nés en 1963, lorsque Kwame Nkrumah et El Selassie fondent l'Organisation de l'Unité africaine, semant les graines d'un continent où les frontières s'effacent devant la fraternité. Ces instants, gravés dans l'histoire, nous rappellent que les leaders, même dans leur dernier chapitre, peuvent encore planter des graines pour l'avenir. Si ce voyage dans l'histoire de Paul Biya et du Cameroun vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos explorations dans les récits qui façonnent l'Afrique et le monde. Likez cette vidéo si elle vous a inspiré et prenez un moment pour partager vos pensées en commentaire. Qu'avez-vous aimé dans cette épopée? Une question vous brûle les lèvres? N'hésitez pas à nous la poser, nous sommes là pour éclairer les ombres de l'histoire ensemble. Et juste là, à l'écran, une nouvelle vidéo vient d'apparaître, elle est tout aussi captivante, tout aussi vibrante que celle-ci. Cliquez maintenant et plongez dans une autre histoire qui vous fera vibrer. Car chaque récit est un fil d'or reliant nos âmes au grand tissu de l'humanité.